Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des moments les plus décisifs de l'histoire de France, le coup d'État du 18 Brumaire. On parle de 2 jours, seulement 2 jours, les 9 et 10 novembre 1799, qui ont suffi à Napoléon Bonaparte pour mettre un point final à 10 ans de Révolution française. 10 années de bouleversements incroyables. On avait abattu une monarchie, aboli les privilèges, proclamé les droits de l'homme, mais on avait aussi eu l'instabilité, la guerre, la terreur. Et c'est sur les cendres de cette décennie épuisante que va se jouer notre histoire. Une histoire de complot, de manœuvres politiques millimétrées et, au final, de force brute. La révolution est finie. Ces quelques mots, proclamés un mois à peine après les faits, sonnent comme une véritable sentence. Décortiquons-les un peu. La première partie, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, c'est la promesse. On garde les acquis de 89, l'égalité, la fin des privilèges, tout ça. Mais la deuxième partie, elle est finie. Là, c'est un coup près. Ça veut dire fini le débat permanent, fini le pouvoir aux assemblées, fini les expérimentations. En gros, on vous donne de l'ordre, de la stabilité, mais en échange, il faut renoncer à une partie de la liberté politique. Et cette proclamation, c'est l'aboutissement de 48 heures de chaos qui ont littéralement changé la face de la France. Alors, pour bien comprendre la mécanique de ce coup d'État, voilà notre programme. On va d'abord planter le décor, une France au bord de l'effondrement sous le régime du Directoire. Ensuite, on verra qui sont les cerveaux derrière le complot. Puis, on va revivre presque minute par minute ces 2 journées folles des 18 et 19 Brumaire. Et enfin, on analysera la naissance du nouveau régime, le consulat, et tout ce que ça a changé. Allez, c'est parti. On est donc à l'automne 1799. 10 ans se sont écoulés depuis la prise de la Bastille, et franchement, l'enthousiasme des débuts est bien loin. La France est à genoux, épuisée par la guerre contre toute l'Europe, épuisée par les guerres civiles, comme en Vendée, et puis épuisée par une crise économique sans fin. Le gouvernement en place, le Directoire, est complètement discrédité, incapable de faire quoi que ce soit. Le pays est mûr, mais vraiment mûr pour un changement radical, et beaucoup de monde, de la bourgeoisie d'affaires jusqu'aux citoyens lambda, n'attend que ça. Le bilan du Directoire est, il faut le dire, catastrophique. Politiquement, c'est l'instabilité permanente. Le pouvoir est éclaté entre 5 directeurs et 2 assemblées qui passent leur temps à se bloquer mutuellement. Le régime ne survit qu'en faisant des coups d'État à répétition pour annuler les élections qui ne l'arrangent pas. Côté finance, c'est la banqueroute. Les caisses de l'État sont vides, on ne paye plus personne, ni les fonctionnaires, ni les soldats. Économiquement, l'inflation est galopante. Elle a ruiné une bonne partie du pays. Et pour couronner le tout, la Constitution est tellement rigide qu'elle empêche toute réforme. Dans cette ambiance, les élites sont tétanisées, coincées entre la peur d'un retour des Jacobins et de la terreur et la peur d'un retour de la monarchie. Elles sont donc prêtes à se jeter dans les bras de n'importe qui leur promettra un peu d'ordre. C'est dans ce climat de crise totale qu'un complot commence à se tramer au plus haut sommet de l'État. Il est basé sur une alliance qui peut paraître improbable, mais qui en fait est indispensable, celle du cerveau et du sabre. Le cerveau, c'est un politicien brillant qui a le plan, mais pas la force pour l'appliquer. Le sabre, c'est un général ultra populaire qui a la force, mais qui a besoin d'une caution politique pour ne pas passer pour un simple dictateur militaire. L'un sans l'autre, c'est l'échec assuré. L'idée, c'est de renverser le régime de l'intérieur en gardant une façade de légalité avant de sortir les muscles si ça devient nécessaire. Et voici le casting de l'opération. Le cerveau, c'est lui, Emmanuel-Joseph Sieyès, une figure de la Révolution depuis le tout début. Il est l'un des 5 directeurs, mais il déteste la Constitution qu'il a lui-même créée et il veut la jeter à la poubelle. Pour ça, il lui faut un sabre. Il pense d'abord au général Joubert, mais celui-ci est tué au combat. Et là, comme un signe du destin, Napoléon Bonaparte rentre d'Égypte, couvert de gloire. C'est l'homme providentiel. Dans l'ombre, on a le négociateur, le très rusé Talleyrand. C'est lui qui fait les entremetteurs, qui s'assure que les bonnes personnes vont lâcher le régime au bon moment. Et enfin, n'oublions pas le nerf de la guerre, l'argent, des banquiers parisiens qui misent gros sur Bonaparte pour ramener un ordre propice aux affaires. Passons à l'action. Le premier jour du coup d'État est un véritable chef-d'œuvre de manipulation politique. L'idée de Sieyès, c'est d'utiliser la République pour tuer la République, de se servir de la Constitution pour la démolir de l'intérieur. Tout doit sembler légal pour ne surtout pas provoquer une réaction des Parisiens dont on se méfie comme de la peste depuis 1789. Le plan s'appuie sur un article de la Constitution qui permet de déplacer les assemblées en dehors de Paris s'il y a un danger. Et le danger, bien sûr, on va l'inventer. La journée se déroule comme sur du papier à musique. 7 heures du matin, Bonaparte rassemble chez lui des centaines d'officiers qui lui sont dévoués sous prétexte d'une simple revue militaire. C'est une démonstration de force. 8 heures, le Conseil des Anciens, où les complices sont nombreux, vote le transfert des assemblées au château de Saint-Cloud. Le prétexte officiel, un faux complot jacobin qui menacerait Paris. En réalité, on veut juste les isoler. Immédiatement après, le même conseil nomme Bonaparte commandant de toutes les troupes de Paris. À midi, le piège se referme.
Sieyès et Ducos, qui sont dans le coup, démissionnent. Talleyrand va voir le troisième directeur, Barras, et le convainc de démissionner contre une grosse somme d'argent. Les deux derniers directeurs sont isolés et mis sous surveillance. L'exécutif est décapité, le directoire n'existe plus. Le clou du spectacle de cette première journée, c'est du pur théâtre politique. Bonaparte arrive aux Tuileries pour prêter serment. Là, il apostrophe publiquement le secrétaire du directeur, Barras. D'une voix de stentor, il lance cette phrase assassine, se posant en sauveur face à un régime qu'il accuse d'être corrompu et incompétent. En réalité, il ne parle pas au secrétaire, il parle à la France, il parle à ses soldats. Il est en train de construire sa propre légende en direct et de justifier ce qu'il est en train de faire. À la fin de cette journée, le plan a fonctionné à la perfection. Le gouvernement est à terre sans qu'une seule goutte de sang n'ait été versée. Le premier acte s'est donc déroulé sans le moindre accroc. Mais le deuxième acte, lui, va être beaucoup plus compliqué. On est maintenant au château de Saint-Cloud. Loin de Paris, les députés ne sont plus sous la pression de la rue, mais ils sont complètement à la merci de l'armée de Bonaparte. Ce qui devait être une simple formalité va se transformer en une confrontation brutale. La manœuvre politique va laisser la place au coup de force. Et là, rien ne se passe comme prévu. Les députés du Conseil des 500, surtout les Jacobins, ont compris la manœuvre. Ils sont furieux de s'être fait piéger. L'ambiance est électrique. Bonaparte, qui commence à perdre patience, décide d'y aller lui-même. Mais voilà, le général si brillant sur un champ de bataille est un piètre politicien devant une assemblée. Il entre d'abord au Conseil des Anciens. Il bafouille un discours maladroit et menaçant. Puis, il va au Conseil des 500. Et là, c'est le désastre total. À peine entré, il est encerclé, bousculé, hué. Lui, le maître des armées, est incapable de maîtriser une assemblée de parlementaires. L'accueil est glacial, puis carrément hostile. De partout, ça crie « abat le dictateur »,« abat le tyran ». Et puis, le cri le plus dangereux de tous, « hors la loi ». Il faut vraiment comprendre ce que ça signifie. Répétons-le, la mise hors la loi, à l'époque, c'est une condamnation à mort. C'est avec cette même accusation qu'on a envoyé Robespierre à la guillotine. Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut vous tuer sans procès. Bonaparte est livide, il chancelle. Ses grenadiers doivent l'exfiltrer de la salle. Pendant quelques minutes, tout le coup d'État ne tient plus qu'à un fil. C'est un fiasco. Et c'est à ce moment précis que son jeune frère Lucien Bonaparte va littéralement sauver la mise avec un coup de génie politique. Lucien, il faut le savoir, est le président du Conseil des 500. Face au chaos, il essaie de défendre son frère, mais en vain. Alors il joue son va-tout. Dans un geste théâtral, il arrache sa toge de président et quitte la salle. Dehors, il monte à cheval et il s'adresse aux soldats qui gardent le château, qui sont là, qui hésitent. Et il leur ment, mais avec un aplomb incroyable. Il leur raconte qu'une minorité de députés, armés de poignards, terrorisent l'Assemblée et viennent de tenter d'assassiner leur général. Puis, saisissant une épée, il la pointe sur le cœur de Napoléon et jure de le tuer lui-même s'il devenait un tyran. Ce coup de théâtre retourne complètement la situation. Il donne une légitimité à l'intervention de l'armée, non pas pour faire un coup d'État, mais pour sauver la République. Le discours de Lucien a fait sauter les dernières hésitations. Napoléon, regonflé à bloc, donne l'ordre. C'est le général Murat qui s'en charge. Sabre au clair, il entre dans la salle à la tête de ses grenadiers et hurle cette phrase restée dans l'histoire. Les tambours se mettent à battre à un rythme assourdissant pour couvrir les protestations des députés. Les soldats avancent, baïonnettes au canon. C'est la panique générale. Les représentants du peuple s'enfuient par où ils peuvent, par les portes, par les fenêtres, en laissant derrière eux leur toge. Le pouvoir législatif vient d'être littéralement balayé par l'armée. Le coup d'État, qui a failli sombrer dans le ridicule, réussit finalement dans la violence. Le soir même, l'ambiance a changé. Dans le château de Saint-Cloud, éclairé à la bougie, les comploteurs reprennent la main. La force a parlé, mais maintenant, il faut reconstruire une apparence de légalité. On court dans les bois pour attraper quelques députés en fuite, ceux qui sont favorables au coup d'État évidemment, et tard dans la nuit, ceux qui restent du Parlement votent la fin du directoire et la création d'un tout nouveau régime, le consulat. Sur le papier, le pouvoir est partagé entre 3 consuls, Bonaparte, Sieyès et un certain Ducos. Une belle façade de gouvernement à 3. Mais Sieyès, le cerveau de l'opération, va vite déchanter. Il pensait manipuler le général, en faire sa marionnette. Il avait même prévu une constitution super complexe où Bonaparte n'aurait qu'un rôle d'apparat. Mais Napoléon refuse tout net. Il veut le pouvoir et il le veut en entier. La constitution de l'an 8, qui est rédigée juste après, concentre tout le pouvoir entre les mains du premier consul. Et devinez qui est le premier consul? Évidemment, Napoléon Bonaparte. Sieyès pensait avoir trouvé une épée, il s'est en fait trouvé un maître. Le contraste entre l'avant et l'après est absolument saisissant. On passe d'un pouvoir exécutif faible, divisé, paralysé, qui générait une instabilité sans fin, à un pouvoir exécutif hyper fort, centralisé, autoritaire. La France, qui était à bout de souffle après 10 ans de chaos, accueille ce retour à l'ordre avec un soulagement immense. Pour une majorité de gens, la stabilité et la fin des problèmes valent bien le sacrifice des libertés politiques.
C'est la fin de l'ère des expérimentations démocratiques et le début de l'ère de l'efficacité et de l'autorité. Les conséquences de tout ça sont colossales. Non seulement le 18 Brumaire met un terme officiel à la Révolution française, mais il installe un régime autoritaire, le consulat, qui est vite verrouillé par une constitution taillée sur mesure pour Bonaparte. Il devient l'homme le plus puissant de France, et cet événement lui ouvre un véritable boulevard vers le titre d'empereur, qu'il prendra 5 ans plus tard. C'est aussi la naissance de la France moderne, avec un État centralisé, une administration puissante et des institutions comme le Conseil d'État ou la Banque de France qui existent toujours aujourd'hui. C'est un tournant majeur pour la France, mais aussi pour toute l'Europe, que Bonaparte s'apprête à redessiner à coups de canon. Alors, au final, que faut-il retenir de ces 2 jours qui ont changé le destin de la France? Est-ce que le 18 Brumaire était l'acte nécessaire pour sortir le pays du chaos, pour stabiliser la société et pour graver dans le marbre certains acquis de 1789, comme l'égalité devant la loi qu'on retrouvera dans le Code civil? Si on voit les choses comme ça, Bonaparte est celui qui a achevé et pacifié la Révolution, ou alors est-ce que c'était une pure et simple trahison, le moment où un général assoiffé de pouvoir a sacrifié la liberté et la souveraineté du peuple sur l'autel de son ambition personnelle? Et dans ce cas, il est le fossoyeur de la République. La question, elle, reste ouverte et elle continue de faire débattre les historiens. Elle nous rappelle à quel point il est parfois difficile de faire cohabiter l'ordre et la liberté. Merci de nous avoir suivis.